Donc aujourd'hui, nous allons faire un TP concernant le module pour SMA S4 qui est intitulé donc Informatique 4 et en particulier donc on y étudie les structures de données. D'accord. Donc ce TP là va porter généralement sur les listes chaînées. Donc vous avez déjà vu le cours sur les listes chaînées. Donc nous allons voir comment manipuler, comment utiliser ces listes chaînées pour résoudre des problèmes qui nous sont plus proches dans la vie active. Donc l'exercice suivant, son objectif, c'est qu'on veut gérer une liste ou bien un ensemble d'étudiants d'une faculté. D'accord. Et on sait très bien que les facultés donc, ont un accès qui est illimité, donc généralement. Donc, c'est-à-dire on ne peut pas prévenir combien d'étudiants nous allons inscrire. Donc c'est pourquoi c'est impossible de travailler avec un tableau. Donc nous avons besoin d'une structure qui est dynamique. D'accord, c'est-à-dire qui va s'adapter au nombre des étudiants qu'on a. Donc l'exercice dit que chaque étudiant est connu par son numéro d'approche. Bien évidemment, il y a le nom, il y a le prénom, il y a tout ça, mais on ne va pas entrer dans tous ces détails-là. On va utiliser son numéro d'approche. On va supposer que c'est unique, parce que chaque étudiant, normalement, il a un numéro d'approche qui est unique. Il a une filière, bien évidemment, dans laquelle il est inscrit, avec un semestre, d'accord. Et aussi, il a des notes, d'accord. Et généralement, comme vous le savez, donc, il y a 6 modules par semestre. Donc, chaque étudiant est inscrit en 6 modules. Donc, généralement, on aura 6 notes. Voilà, donc comme on vient de dire, le nombre des étudiants à inscrire n'est pas connu au début. Ainsi, on doit utiliser une structure dynamique pour représenter l'ensemble de données. Donc on va utiliser une liste qui est simplement chaînée. Donc les questions auxquelles nous devons répondre, ou bien comment nous allons structurer la gestion de ce TP-là, ou bien de cet ensemble d'étudiants. Tout d'abord, on nous demande de créer la structure correspondante pour chaque élément. Donc un élément de la liste, c'est un étudiant. Comme deuxième question, on nous demande de créer la liste des étudiants en prenant en considération les cas possibles, c'est-à-dire au début, il n'y a pas d'inscrits, on peut créer une liste qui est vide, il n'y a pas d'éléments. Ou bien, si nous avons déjà un nombre d'étudiants qui sont déjà prêts, donc on peut créer la liste avec ce nombre d'étudiants qui est déjà existant. Donc on peut aussi, on nous demande d'afficher tous les étudiants, on en aura besoin pour afficher tous les étudiants qui sont inscrits. On peut, au cas où il y a de nouveaux inscrits, donc on aura besoin de les ajouter, donc c'est ajouter des étudiants. Ou bien il y a des étudiants qui vont abandonner, donc on doit avoir une possibilité de les supprimer. Et aussi, si on veut un étudiant particulier, donc on doit le chercher par son identifiant. Ici en particulier, c'est son numéro d'approche. Puis, donc, il se peut que pour un étudiant, on le cherche. Si on le trouve, on veut calculer sa moyenne, d'accord, pour voir est-ce qu'il a réussi ou bien non, d'accord. Donc, ceci, nous allons voir comment l'implémenter, en particulier dans le langage C, et en utilisant CodeBlocks. Donc voilà, donc ici généralement la première question c'est quoi? C'est quelle est la structure de chaque élément. Donc ici nous allons définir une structure comme ça, d'accord, une structure qui contient les champs de chaque étudiant. Donc il y a le numéro d'approche qu'on va déclarer comme étant un entier. Il y a une filière, donc c'est une chaîne de caractères. Il y a les notes, donc ici on peut changer, donc on va le changer par la suite pour manipuler 6 étudiants. Donc ici c'est 3, c'est pour aller un peu vite dans l'exécution. D'accord. Puis ici il y a un pointeur, puisque c'est une liste chaînée, donc il doit y avoir une liaison entre les éléments de la liste chaînée qui sont les étudiants. Donc comment ils sont liés dans la mémoire. Donc ceci est garanti en utilisant un pointeur qui s'appelle suivant. D'accord. Donc sa structure va nous servir pour définir un type de données. D'accord. Donc c'est ici on utilise typedef pour définir un type
de sa structure node qui s'appelle étudiant. Donc c'est ça comment on répond à la première question. Donc quand on a un problème à résoudre, donc on doit savoir, et ce problème-là, on veut le résoudre avec une liste chaînée, et nous savons très bien qu'une liste chaînée contient des éléments qui sont sous forme de nœuds, donc on doit savoir quelle est la structure de chaque élément. Et bien évidemment, la structure de chaque élément, ce sont les identifiants bien par quoi chaque élément est caractérisé. Donc on doit lire très bien l'exercice et savoir donc les éléments de la liste par quoi ils sont caractérisés, autrement dit quels sont les champs de sa structure, et aussi obligatoirement ajouter un pointeur pour faire la liaison. D'accord, donc avant je vais faire l'alimentation. Voilà, donc c'est comme ça qu'on répond généralement qu'on écrive la structure. Donc ici, ça c'est pour la création, d'accord? Ça c'est pour la création des étudiants. Et on nous dit il faut prendre en considération ici les cas possibles. Est-ce que c'est une liste qu'on va créer au début vite ou bien une liste avec des éléments? Donc généralement une liste, plutôt une fonction qui permet, donc ceci on va le manipuler avec des fonctions, hein, d'accord? Donc on va créer une fonction qui permet de créer la liste et de retourner donc généralement la tête de la liste, parce qu'une liste est repérée par sa tête. Et bien évidemment la tête de la liste c'est un maillon de la liste, donc il a le type étudiant. Donc ici j'aurais besoin de 3 variables. Donc je vais les expliquer. Ici j'ai pas fait de commentaires. Donc ici K c'est un pointeur, c'est un compteur plutôt qui permet de parcourir le nombre d'éléments que je veux insérer dans ma liste. Autrement dit combien d'étudiants, hein, d'accord? Il va parcourir. N, c'est combien d'étudiants je veux créer au début dans la liste. Est-ce que c'est 0 étudiants dans c'est une liste vide ou bien j'ai un nombre particulier d'étudiants. Et j'ai ici le I, c'est une autre variable, c'est un compteur plutôt qui permet de compter les notes, parce qu'on va utiliser un tableau de notes. Donc ici on demande à l'utilisateur combien d'étudiants. Donc c'est lui qui va choisir. S'il veut créer une liste qui est vide, donc il doit saisir n est égal à 0. Sinon, s'il a par exemple 2, 3, 60 étudiants par exemple, donc à ce moment-là, il doit saisir la valeur qu'il veut. Donc ici, on a 2 tests. C'est-à-dire dans le cas où c'est une liste qui est vide, c'est-à-dire le nombre d'éléments bien d'étudiants à créer est égal à 0. Donc à ce moment-là, donc je vais entrer dans ce test. C'est-à-dire créer donc la tête de la pile, parce qu'ici j'ai déjà déclaré deux étudiants, d'accord, 2 variables de type étudiant, de pointeur, un c'est une P, donc on va le voir par la suite, puis la tête. On a dit que la tête c'est elle qui permet de référencer la liste chaînée. Donc quand il n'y a pas d'élément, tête c'est égal à nul, hein, d'accord, il n'y a pas d'élément, et on va sortir. Dans l'autre cas, si n n'est pas nul, d'accord, donc à ce moment-là, on va faire une boucle, d'accord, pour parcourir de 0 jusqu'à n, hein, d'accord. Donc ici, dans le cas où k est égal à 0, donc la tête, donc on va créer le premier élément, d'accord, parce que ici, généralement, ce n'est pas 0, parce que 0, on l'a déjà traité, mais ici, c'est, on veut démarrer, voilà le premier élément, le deuxième élément, le troisième élément, on va faire le chaînage, hein, d'accord. Donc chaque élément qu'on veut créer, donc on doit avoir une existence dans la mémoire, y compris la tête. Donc ici c'est pourquoi nous avons écrit tête est égal, donc on va lui allouer de l'espace mémoire qui aura la taille de la variable étudiant, d'accord, du type plutôt étudiant. Puis ce pointeur là on va l'initialiser par la tête. Ceci va nous servir pour garder la tête et se déplacer sur les autres éléments, parce que toujours la liste chaînée est repérée par une tête et les autres éléments sont différents de la tête, ils découlent de la tête. C'est pourquoi ici nous avons utilisé une variable dans laquelle on stocke la tête, puis on va utiliser les suivants, d'accord. Donc ici, dans le cas où nous avons déjà créé les éléments et on veut faire le chaînage, donc il y a de nouveaux éléments. Donc ici on crée on alloue de l'espace mémoire pour chaque élément, parce que ceci c'est dans une boucle, donc à chaque fois il y a un nouvel élément, donc on lui réserve de l'espace mémoire, et une fois on le crée,
d'accord? Parce que déjà ici, P c'est tête, donc T c'est déjà créé, donc on veut créer le suivant de la tête. C'est pourquoi ici nous avons fait P flèche suivant, on lui réserve de l'espace mémoire, puis toujours P sera le dernier élément qui est créé, d'accord? Autrement dit, donc il y aura une insertion à la fin. Donc à chaque fois, on crée un élément ici, d'accord? Il est lié à la liste en utilisant comme ça. Donc ici, une fois je crée le premier élément, bien chaque élément, d'accord? Donc ici, je demande à l'utilisateur de me saisir quel est son numéro d'apogée, quelle est sa filière et aussi quelles sont ses notes. D'accord? Donc généralement ça, c'est une interaction entre l'application et l'utilisateur. Hein, d'accord? Il lui dit que voilà, pour l'étudiant tel, saisissez celui-là et ainsi de suite. Hein, saisissez des informations, puis ici on stocke ceci. Donc une fois je crée tous les éléments, donc je sors de la boucle. Par exemple, j'ai 3 éléments, je sors de la boucle. Donc le dernier élément, son suivant sera nul, parce qu'une liste et donc les éléments sont entre la tête et le pointeur nul, d'accord? Et ici on va retourner la référence, ou bien le repère de la liste, c'est la tête, d'accord? Donc ça c'est une approche que j'ai choisie. Il se peut qu'il y aurait ceux qui vont répondre par une fonction uniquement pour faire la création à vide, d'accord? Et elle sera donc avec quelques petites instructions, d'accord? Ce n'est pas vraiment beaucoup d'instructions. Puis ils seront obligés de créer une autre fonction qui permet d'insérer des éléments dans la liste qui est vide. Ici, j'ai préféré de mettre le tout dans une seule fonction. D'accord? Donc maintenant, nous avons créé la liste des étudiants. D'accord? Alors, on aura besoin de voir la liste que nous avons créée. Est-ce que vraiment ces étudiants-là sont créés ou non? Donc, on aura besoin d'une fonction d'affichage. Donc, c'est la fonction qui existe ici. D'accord? Donc, je l'ai appelée void, donc, parce qu'on ne retourne rien. Elle permet d'afficher ce qui existe dans la liste. Voilà. Donc, ici, elle va prendre en général la liste en considération. Quelle est la liste que je veux afficher? Bien évidemment, une liste est repérée, je le dis et je le redis, est repérée par sa tête, d'accord? Donc ici, je dis que je dois faire un test. Si la liste est vide, donc il n'y a rien à afficher, c'est normal, d'accord? Donc je dois faire ce test. Donc si tête est égale à nul, d'accord? Donc printf, rien à afficher, liste est vide, d'accord? Donc ici je ne mets pas les accents parce que quand j'exécute l'exécution, il y a donc quelque chose qui cloche dans les caractères, donc c'est pourquoi ici on utilise parce que il n'y a pas d'accent ici, il n'y a pas d'accent là, il n'y a pas d'accent, donc généralement je ne mets pas des accents pour des raisons dans l'exécution, d'accord? Ça vous le connaissez, ce n'est pas notre objectif dans le TP. Donc une fois il n'y a rien à afficher, donc je sors, hein, d'accord? C'est pas la peine de continuer. Il n'y a rien à faire avec dans cette liste, hein, d'accord, qui est déjà là. Donc dans le cas contraire, c'est-à-dire il y a des éléments. Donc à ce moment-là, je vais utiliser un compteur qui permet de compter les éléments qui existent dans la liste. Un compteur I qui va me parcourir la liste des notes, d'accord, pour pouvoir afficher les notes de chaque étudiant. Je déclare toujours un pointeur qui permet de se déplacer tout au long des éléments de la liste, hein, parce que la liste elle est connue par sa tête, mais les autres éléments ne sont pas repérés, d'accord? Ils sont repérés, donc on doit avoir un pointeur qui va se déplacer tout au long de ces éléments. C'est pourquoi toujours on déclare une variable comme ça, pointeur de type les éléments de la liste chaînée. Au début, dans cette variable, je mets la tête. Parce que cette variable va changer et la tête doit rester la même, hein, d'accord? Donc ici je fais un message, donc je dois afficher voilà la liste des étudiants pour savoir ce qui est affiché. Donc ici je vais faire une boucle. Donc le principe de l'affichage c'est quoi? Donc si une liste est vide, donc il n'y a rien affiché. Si elle n'est pas vide, d'accord, donc il y a des éléments. Mais le dernier élément, il pointe sur nul. Donc je dois commencer par le premier élément, c'est la tête, afficher son suivant, puis le suivant de son suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive au dernier élément dont le suivant est égal à nul. D'accord? Donc ici, bien évidemment, il y a plusieurs éléments. Je dois utiliser une boucle while. C'est pourquoi ici, je mets while, tant que je ne suis pas arrivé à nul, c'est-à-dire le suivant du dernier élément. Donc je vais exécuter ceci d'une manière répétitive. Je vais afficher
voilà l'étudiant tel, par exemple le premier étudiant, deuxième étudiant, troisième étudiant, son numéro d'apogée, sa filière, sa note, c'est une note comme ça, donc j'utilise une boucle. Donc ça c'est uniquement un truc d'affichage, je peux utiliser un seul printf, mais ici parce que j'utilise des accolades pour une raison d'affichage, hein, d'accord. Donc ici je fais un retour à la ligne, d'accord. Puis ici, parce que je dois afficher le premier étudiant, je retourne à la ligne, le deuxième élément pour que je n'ai pas l'affichage dans une seule ligne. Hein. Puis j'incrémente le deuxième étudiant, d'accord, et je me déplace vers l'élément suivant. Si si l'élément suivant est égal à nul, je sors. Sinon, donc je refais la même chose. Donc ceci est répété jusqu'à ce que j'arrive à nul. Et ce qui me permet de se déplacer, c'est cette instruction-là. Dans P, je mets le suivant de P. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour cette fonction-là. Donc ici, supposons nous avons déjà la liste et on veut y ajouter des éléments, de nouveaux inscrits en particulier. Donc ici, je vais appeler, donc voilà, il y a une fonction ici, c'est pour, insérer. Voilà, donc toujours pour l'insertion, d'accord, je dois savoir dans quelle liste je veux insérer. Donc la liste est repérée par sa tête. C'est une liste dont les éléments sont les étudiants. Hein, d'accord. Donc ici, je déclare ou bien je déclare deux variables. La première, c'est C1 dans laquelle je vais savoir dans quelle position je veux insérer, parce que l'insertion peut être effectuée soit au début, soit dans une position à l'intérieur de la liste, soit vers la fin. D'accord. Donc il y en a des étudiants qui vont préférer de séparer ces trucs-là, et puisque ce n'est pas demandé, donc il peut y avoir ceux qui vont faire une fonction de l'insertion au début, une fonction de l'insertion à la fin, une fonction de l'insertion dans une position particulière, autre que le début et la fin. Mais moi, donc, j'ai préféré d'utiliser, de mettre le tout dans une seule fonction, et ça dépend donc des choix de l'utilisateur. Hein, d'accord. S'il veut vraiment dans le début de la liste, donc il n'a que saisir la valeur du premier élément. Sinon, s'il veut insérer vers la fin, donc il va saisir une valeur qui n'existe pas déjà dans la liste. D'accord. Ou bien s'il veut insérer dans un emplacement particulier, il doit saisir devant quelle position il veut insérer. Autrement dit, ici les éléments sont des étudiants, donc ils sont repérés par leur numéro d'apogée. C'est le numéro d'apogée que nous avons stocké dans C1. D'accord. C'est pourquoi ici, on déclare 3 pointeurs. Donc le premier P, le deuxième Q, le troisième c'est new. Donc P et Q vont nous servir de se déplacer tout au long de la liste, et en particulier nous allons prendre chaque élément, d'accord, et son suivant. D'accord, donc ici nous avons P et Q, donc Q c'est l'élément et son suivant c'est P, donc pour pouvoir encadrer ou bien positionner l'emplacement saisi par l'utilisateur. New c'est l'élément qu'on veut saisir au début, plutôt c'est le nouvel élément, donc c'est new. Alors on veut insérer un élément, donc on doit tout d'abord lui réserver de l'espace mémoire, hein, d'accord. Donc ici je fais une réservation de l'espace mémoire, puis je demande à l'utilisateur de saisir les valeurs, parce que chaque étudiant est connu par son numéro d'apogée, par sa filière et par l'ensemble de ses notes. Donc tout ceci c'est pour insérer les champs de la structure. Voilà, donc ici on demande à l'utilisateur devant quel étudiant il veut insérer cet étudiant-là. Donc il doit insérer son numéro d'apogée. Son numéro d'apogée sera retenu et stocké dans la variable C1 que j'ai déjà déclarée tout à l'heure. Donc voilà, comme nous avons dit qu'on doit garder la tête là où elle est, et on doit se déplacer tout au long des autres éléments. Et pour faire ceci, je dois mettre la tête dans un pointeur, dans une autre variable pointeur de type étudiant. Donc c'est pourquoi ici je mets P qui reçoit tête, d'accord, et ici je vais comparer. Si le premier élément, parce que ça c'est la tête, c'est le premier élément, d'accord, est égal à la variable ou bien la valeur qui a été saisie par l'utilisateur, donc c'est pourquoi ici il y a un commentaire, c'est-à-dire c'est une insertion au début, c'est-à-dire il veut insérer devant le premier élément, donc c'est une insertion au début. Donc ici, le new c'est déjà créé, donc il reste, parmi ces champs, il reste le suivant, donc je dois le lier à la liste.
Donc ici je fais le suivant de new, c'est quoi? C'est celui qui représentait la tête, d'accord? Mais la tête va être changée et sera ce nouvel élément-là. Parce que elle est insérée au début de la liste, donc la tête va pointer sur le new. Donc c'est pourquoi on fait comme ça. Else, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la valeur du numéro d'apogée qui a été saisi est différente de celle qui existe au début de la liste. D'accord? Donc on va continuer sur notre fonction. Voilà. Donc ici else, c'est-à-dire c'est un autre élément, soit au milieu de la liste, soit vers la fin. Donc à ce moment-là, je dois tester deux choses. D'accord? Donc ici, je vais voir, est-ce que je suis arrivé vers la fin, donc il n'y a pas d'élément de plus. Et aussi, ici, donc je me déplace parce que ici je vais changer le P, d'accord? Et je vais comparer le P avec la valeur de apogée qui a été déjà saisie. Donc c'est pourquoi ici je fais un while. Ce while là, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de me déplacer. Donc voilà la tête, voilà son suivant. Voilà le suivant de la tête, voilà son suivant. Et ainsi de suite. Donc tout ceci, je les repère par P et Q et je me déplace jusqu'à ce que soit j'arrive à la valeur qui a été saisie, je la trouve parmi les éléments qui existent dans la liste, soit je ne trouve rien. Donc ici c'est nul. Donc je dois faire ce déplacement-là. D'accord? Je dois prendre le premier élément, donc je dois le mettre dans Q et je dois me déplacer. Donc j'ai le premier élément c'est Q, puis le deuxième élément c'est P. D'accord? Et je vais me déplacer tout au long des éléments jusqu'à ce que j'arrive à une condition qui va me permettre de sortir de cette boucle. Donc, ce qui va me permettre de sortir de cette boucle, c'est soit P est égal à nul, ou j'ai trouvé l'élément parmi les éléments de la liste. Donc ici, je dois discuter les deux cas. Dans le cas où P est égal à nul, c'est-à-dire je suis arrivé à la fin et je n'ai pas trouvé d'élément, d'accord? Donc à ce moment-là, l'insertion va être faite à la fin. D'accord? Donc, le dernier élément, parce que ici, le dernier élément c'est Q et son suivant c'est nul. Voilà. Voilà, son suivant c'est nul. Donc le dernier élément c'est Q. Donc je dois mettre new après Q. Donc c'est pourquoi je fais Q suivant. Donc je lui affecte new. Puis ici, le suivant de new, bien évidemment, sera nul parce qu'il y a une insertion à la fin. Donc ici, dans l'autre cas, supposons que je ne suis pas arrivé à la fin et je me suis arrêté dans une position parce que j'ai rencontré une valeur qui coïncide avec le numéro d'apogée saisi déjà par l'utilisateur. Donc à ce moment-là, donc qu'est-ce que je dois faire? J'ai déjà Q et son suivant c'est P. Donc je dois l'insérer entre Q et P. D'accord? C'est-à-dire entre Q et P, c'est-à-dire le new doit être le suivant de Q, ce que je fais comme ça. Puis le suivant de new sera P. Donc je fais comme ça. Donc je dois avoir une idée générale sur ma structure, sur comment les éléments sont enchaînés, la tête et le nul, et comment je vais me déplacer, et je peux bien organiser ceci au niveau... donc ça c'est une approche que j'ai choisie, d'accord? Je trouve qu'elle est optimale parce qu'elle permet de faire les trois fonctions dans une seule fonction, et ça dépend du choix de l'utilisateur, hein, d'accord? Suivant la valeur qu'il va saisir, il y aura l'insertion. Je crois que j'ai essayé d'être très clair et que mon code ne sera pas compliqué. Voilà. Donc maintenant, supposons que je veux faire une suppression. Il y a des étudiants qui ont abandonné. Donc ici, je vais prendre, voilà, donc ici ça c'est la fonction supprimée. Donc la fonction supprimée, elle suit généralement le même principe que la fonction d'insertion. Donc soit je veux supprimer un élément qui existe dans la tête, c'est-à-dire le premier élément, ou bien je veux supprimer un élément qui existe autre que la tête. Et bien évidemment ici, soit bien la liste est vide, ou bien l'élément que je cherche à supprimer n'existe pas déjà dans la liste. Donc je dois utiliser aussi des pointeurs qui vont se déplacer tout au long de la liste, Q et P, pour faire Q, c'est un élément, et Q c'est son suivant. Et je dois me déplacer jusqu'à ce que j'arrive à l'élément à supprimer, ou bien je ne le trouve pas, et retourner que l'élément saisi n'existe pas. D'accord? Donc ici je dois préciser quelle est
la liste concernée par la suppression. D'accord? Ici, je dois faire le premier test. Si la liste est vide, donc je ne peux rien supprimer parce que la liste est vide et je sors. Donc voilà, je suis une autre variable C1, comme j'ai dit tout à l'heure. Ici, j'ai pas besoin du compteur I parce qu'il y a une suppression. Puis, donc, j'utilise P et Q, donc il n'y aura pas de nul, bien évidemment. Donc, c'est ça, donc je cite les différences entre supprimer et insérer. Donc, ici, je demande à l'utilisateur de me saisir quel est l'étudiant qu'il veut supprimer. Un étudiant, il est connu par son numéro d'apogée. Donc, je lui demande de me donner le numéro d'apogée de l'étudiant et je le stocke dans une variable. D'accord? Toujours, je maintiens la tête et je fais une copie de la tête dans une variable P et qui me permet de se déplacer. Donc, ici, donc, à ce niveau-là, je suis dans le premier élément de la liste. Si l'apogée, le champ du premier élément coïncide avec le numéro d'apogée saisi par l'utilisateur, je dis que tu veux supprimer le premier élément de la liste. Donc le premier élément va disparaître, mais la tête sera quoi? Sera son suivant. C'est pourquoi ici au début, donc, je dois mettre le suivant dans tête, d'accord? Parce que toujours la tête, c'est elle qui me permet de référencer la liste. Puis ici, je récupère de l'espace mémoire qui a été occupé par P. Donc ça, c'est la fonction free qui va prendre en paramètre le champ, bien l'élément qui sera supprimé. Donc j'aurai une récupération de la mémoire. Else, c'est-à-dire que ce n'est pas le premier élément. Donc je dois le chercher tout au long de la liste. Donc je dois me déplacer. Donc je fais le même principe que l'insertion. Donc j'ai la boucle qui me permet de me déplacer tout au long de la liste en maintenant un élément et son suivant, d'accord? Parce que je dois maintenir ceci pour garder le chaînage, hein, d'accord? Donc ici, ce qui me permet de sortir de la boucle, c'est soit P est égal à nul, soit je rencontre l'élément, d'accord? Donc je descends un peu pour... Voilà. Donc ici, l'un des deux cas. Si par exemple, je suis arrivé à nul, sans rencontrer l'élément. Donc ici, je retourne échec étudiant non trouvé, c'est-à-dire l'utilisateur a saisi un numéro d'apogée qui n'existe pas dans la liste. Else, c'est-à-dire dans ce cas, d'accord? Voilà, si ça veut dire else, c'est-à-dire P différent de nul, et dans ce cas-là, donc j'ai rencontré l'élément, donc il existe quelque part. Donc à ce moment-là, je dois supprimer cet élément, d'accord? Il existe dans P, et nous savons que le suivant de Q, c'est P. Elle est là, d'accord? Le suivant de Q, c'est P. Donc je dois changer le suivant de Q vers le suivant de P, parce que c'est P qui sera supprimé, hein, d'accord? Donc dans le suivant de Q, il ne sera plus P, mais il sera le suivant de P. Et bien évidemment, je vais récupérer de l'espace mémoire avec free, d'accord? Donc qui permet de nettoyer en quelque sorte la mémoire. D'accord? Donc ça, c'est généralement pour la suppression.